Brice Lalonde, bonjour. Bonjour. Le combat pour le climat, la décarbonation de l'économie, la fin programmée des moteurs techniques d'ici à 2035 sur tout le continent européen, la nationalisation d'EDF, les canicules de plus en plus précoces. Brice Lalonde, vous venez de publier un essai percutant, Excusez-moi de vous déranger, aux éditions de l'Aube. Vous qui êtes une figure de l'écologie, qui avez été ministre de l'Environnement et qui a été ambassadeur aux négociations internationales sur le climat, pensez-vous que la prise de conscience aujourd'hui sur tous ces sujets-là est au rendez-vous? Je le pense pour une grande partie du monde, de la jeunesse notamment. La jeunesse est très inquiète, on la voit manifester, et elle est même impatiente, et elle se trouve démunie, elle ne sait pas ce qu'on lui propose de faire. Je crois que la plupart des politiques aussi ont compris, mais ils ont du mal à s'ajuster, si je puis dire, à l'ampleur et à l'urgence des mesures à prendre. Alors justement, Brice Lalonde, vous, ça fait plus de 50 ans que vous vous battez pour l'environnement. Vu l'état de la planète, diriez-vous que le bilan est globalement positif? Non, il n'est pas globalement positif, c'est bien clair. Il y a beaucoup de petits progrès. Et on en parle peu. Parce que la situation globale est périlleuse. La planète est en mauvaise santé. Les océans sont en mauvaise santé, l'atmosphère est en mauvaise santé, les terres sont en mauvaise santé. Donc la situation globale est mauvaise. Mais localement, il y a des tas de choses qui vont bien. Notamment, vous savez, il y a une histoire de la pollution. On commence par la pollution du voisinage, par les voitures, par les cheminées d'usines, les déchets urbains. Tout ça, il y a énormément de progrès. Le problème, c'est la planète. Voilà, on n'arrive pas à mesurer et à savoir ce qu'il faut faire à l'échelle de la planète tout entière. Alors justement, vous dites que le climat est l'affaire du siècle. Et vous désignez des coupables bien identifiés, le pétrole, le charbon et le gaz. Ces combustibles fossiles sur lesquels finalement est assise notre prospérité. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi le CO2 qui est issu de la combustion de ces combustibles est le principal facteur du changement climatique? Alors, le CO2, c'est un déchet de la combustion, comme vous venez de le dire. C'est un gaz. C'est un gaz inerte. On a beaucoup de mal à le casser. La molécule de CO2, elle est très solide. Vous savez, c'est une histoire d'entropie, de négantropie. Les choses se dégradent. Une fois qu'on a brûlé le gaz, le pétrole, le charbon, ben, on a cette molécule qui s'en va dans l'air. On en envoie quelque chose comme 40 milliards de tonnes par an. Et ce gaz, il va rester là pendant très longtemps. Une partie de ce gaz va être absorbée par la végétation. Comme chacun sait, les arbres capturent le CO2 pour se fabriquer eux-mêmes. Une partie de ce CO2 va se dissoudre dans la mer. Et le reste va rester pour l'éternité. L'éternité. Donc, éternité. Et là, il va former une espèce de manteau qui va absorber la chaleur qui est réémise par la Terre quand elle est chauffée par le Soleil. Voilà, cette chaleur va être prisonnière sous ce manteau de CO2. C'est l'effet de serre. C'est l'effet de serre. Et donc, comme il va rester tout le temps, si je puis dire, ça ne fait que s'accumuler. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et évidemment, en dessous, la Terre commence à souffrir. Et donc, du coup, quand on parle de décarbonation de l'économie, comment fait-on? Parce que vous avez dit pour l'éternité. Alors il y a deux choses. Alors d'abord, c'est qu'il faut arrêter d'émettre. Il faut cesser d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'il faut renoncer à ces combustibles, ces fameux combustibles qui ont fait la prospérité de l'humanité depuis 3 siècles. Donc c'est très très difficile. Il faut donc utiliser d'autres sources d'énergie que les combustibles fossiles. Il y a aussi d'autres gaz, mais c'est plus anecdotique, notamment le gaz naturel, le méthane. Le méthane, quand il fuit, quand il n'est pas brûlé, il contribue très fortement au réchauffement climatique. Et puis, un jour, et il faut commencer maintenant, il va falloir sans doute sortir, extraire ce CO2
de l'atmosphère. Ça ne fait que commencer, c'est très difficile, mais c'est sans doute l'avenir. Et vous qui avez participé à de nombreuses négociations internationales, les COP, les sommets pour l'environnement, de manière très pratique, vous côtoyez les États. Quels sont les acteurs qui vous semblent les plus à même de pouvoir prendre en main ce sujet? Parce qu'on a l'impression d'une dilution de la responsabilité des acteurs. Qui a la manœuvre? Alors, il y a déjà des pays qui sont prêts à passer à zéro, si je puis dire. Hein. Vous avez un certain nombre de pays parce qu'ils sont bien pourvus d'autres sources d'énergie. L'hydraulique, par exemple, quand vous avez des montagnes, vous avez de l'eau et vous pouvez faire des barrages. Vous avez des volcans, des zones volcaniques, donc vous avez de la chaleur, vous pouvez capter ce qu'on appelle la géothermie. Et vous avez donc des pays, mais des petits pays, un peu, de Costa Rica ou d'autres qui se proclament qu'ils vont arriver avant les grands pays à ce qu'on appelle la neutralité carbone, ils ne vont pas en envoyer. Vous avez des pays du Nord, la Norvège par exemple, elle est bien pourvue en hydroélectricité. Et sinon, alors c'est une affaire à la fois de volonté politique et de savoir-faire technique. Donc les États-Unis, qui pour l'instant sont quand même extrêmement dispendieux en gaz carbonique à cause de leur mode de vie, mais ils sont très forts techniquement. Et donc ils commencent à inventer des procédés pour capturer le CO2. Il y a la France et l'Europe. Alors la France, c'est un pays qui a la chance d'avoir lancé un grand programme nucléaire. À l'époque, c'était pour ne pas dépendre du Moyen-Orient, c'était ça au départ. Eh bien, c'est formidable. Du coup, ça nous permet d'être plutôt meilleurs que d'autres, à condition que nous soyons fiers de ce que nous avons fait. Parce que pendant très longtemps, nous n'avons pas été fiers, nous avons eu le nucléaire honteux. Pas de chance. Donc, voilà. Alors, sinon, je ne sais pas. Il y a maintenant un certain nombre de... Mais en tout cas, vous n'ostracisez pas les entreprises. Hein. Je crois que vous faites des entreprises un des acteurs de cette décarbonation. D'ailleurs, vous présidez aujourd'hui l'association Équilibre des énergies qui rassemble un certain nombre d'entreprises du CAC 40. Comment faites-vous pour les mobiliser autour de ces thématiques-là et de manière honnête, c'est-à-dire sans faire de greenwashing? Le greenwashing, c'est déjà un bon début parce que au moins vous êtes prisonnier de ce que vous avez dit, donc il faut le faire. Alors, ce que je comprends, ce que nous comprenons ici dans cette association, nous travaillons avec les entreprises, nous comprenons que la décarbonation est en réalité une aventure industrielle formidable, un effort considérable pour lequel on a besoin d'industrie. Si vous voyez ce que sont les éoliennes de nos jours, je pense aux éoliennes, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les éoliennes, d'autres qui n'aiment pas le nucléaire, il faudra sans doute les deux. Les éoliennes d'aujourd'hui, ce sont des tours Eiffel, chacune est une tour Eiffel, c'est gigantesque. Et il faut des ateliers immenses, il faut des soudeurs, il faut de l'acier, enfin, ce n'est pas rien. Et si vous voyez le passage aux véhicules électriques, mais alors les véhicules électriques, il faut les produire, il faut des batteries, il faut des bornes de recharge. Qui c'est qui va faire tout ça? Donc c'est l'industrie, ce sont les entreprises. S'il n'y a pas d'entreprise, on n'y arrive pas. Et donc contrairement à ce que les gens, ou certaines personnes bien intentionnées sans doute pensent, sans les entreprises, la décarbonation est impossible. Alors, vous êtes dans votre essai sur un certain nombre de propositions. Hein, ce n'est pas qu'un livre de dénonciation, c'est un livre de propositions. Et vous dites que pour passer à une énergie décarbonée, nous disposons de 3 vecteurs. L'électricité, la vapeur et l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ces flux sont Mais bien sûr. Voilà, des solutions? C'est très simple, puisqu'il faut se passer des combustibles fossiles, il faut que nos vecteurs, nos moyens énergétiques soient eux-mêmes décarbonés. Et donc il n'y a pas beaucoup de choix. Alors l'électricité, bien sûr, il faut électrifier. Le maximum de nos usages de l'énergie doivent être électrifiés. Pourquoi? Parce que l'électricité peut être produite sans carbone. Ce sont les renouvelables ou ce sont les centrales nucléaires. Évidemment, un pays comme l'Allemagne produit son électricité avec du charbon. Ah non, ça c'est pas ce qu'il faut. Il faut au contraire produire une électricité décarbonée. Mais on peut le faire. Donc,
il faut qu'en 2050, sans doute, plus de 60% de notre consommation d'énergie soit sous forme électrique. Ça commence à se faire. Hein. Mais à un moment donné, le chauffage électrique, par exemple, a été très décrié. Enfin, vous parlez vous-même de grille-pain. Enfin, est-ce que c'est un moyen moderne de se chauffer? Un moyen moderne, maintenant ça s'appelle la pompe à chaleur. Nous avons une nouvelle star, si vous voulez. C'est la pompe à chaleur qui est un frigidaire à l'envers, c'est-à-dire qu'elle va récupérer de la chaleur à l'extérieur pour l'amener à l'intérieur de la maison. Donc c'est formidable, ça veut dire que pour une dépense d'énergie de 1, vous allez récupérer 3 ou 4 unités d'énergie à l'extérieur. C'est formidable, c'est vraiment totalement renouvelable pour le coup. Donc, et même l'électricité moderne, elle a un avantage parce qu'elle a maintenant un allié qui est le numérique. Le numérique, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Vous pouvez avoir chez vous des radiateurs électriques à l'ancienne, si je puis dire, par effet Joule, en chauffant un métal. Eh bien, dès que le radiateur va voir que vous êtes sorti de la pièce ou que vous allez ouvrir une fenêtre, il va s'éteindre automatiquement. Donc, il y a mille et mille façons maintenant, si vous voulez, d'utiliser le numérique pour que votre chauffage soit parfaitement performant, etc. Le mieux est souvent l'ennemi du bien, donc il ne faut pas non plus exagérer. Mais l'électricité est une magnifique source d'énergie extraordinairement flexible. On peut la glisser partout. Elle a un seul problème, et c'est un gros problème, elle n'est pas stockable. Sauf dans des batteries qui durent 3 heures ou un peu plus. Donc voilà. Alors on la stocke d'une manière différente, on va pomper de l'eau en haut des montagnes aux heures creuses, si je puis dire, et ensuite on s'en sert, on turbine quand on en a besoin, mais tout ça c'est pas suffisant. Donc on travaille beaucoup, et les batteries, je ne crois pas qu'il y ait un domaine de recherche appliqué plus important en ce moment que les batteries. Tout le monde, et chaque semaine, il y a une annonce extraordinaire, il y a un nouveau produit, ça y est, c'est 3 heures de plus, ou je ne sais quoi. Oui, en quelque sorte, on est dans la même dynamique que celle de la recherche pour le vaccin du Covid. Exactement, exactement. Partout, parce qu'il y a un enjeu extrêmement important. Pour une voiture, par exemple, la batterie, c'est 30% de la valeur de la voiture. Et vous avez une autre partie, c'est le logiciel. Donc, vous voulez, c'est plus comme avant, c'est plus simplement le bricoleur qui a fait une belle voiture. Non, c'est très très compliqué. Et c'est assemblé dans des pays différents. Donc c'est un enjeu extrêmement important. L'hydrogène, alors l'hydrogène et l'électricité, elles ont la même caractéristique, il faut les produire. C'est ça la difficulté, il faut les produire. Donc dès le départ, la décarbonation implique plus d'énergie puisqu'il faut produire ces sources, ces vecteurs décarbonés, il faut les produire. Alors, quand vous le dites comme ça a l'air d'être un cercle vicieux, c'est-à-dire il faut plus d'énergie. Voilà, exactement. Alors comment on sort de ça? Eh bien, on produit. C'est très simple, on produit. On y va. Alors on peut le produire. Bon, évidemment, si vous voulez, les renouvelables, l'énergie solaire, c'est une énergie magnifique. Simplement, c'est dilué. Et donc, et en plus, ça ne marche pas la nuit, comme on s'en rend bien compte. Donc, vous voyez, toutes ces sources d'énergie sont magnifiques, simplement, ça ne suffit pas. Il faut de la puissance. Dans une ville, vous vous rendez bien compte, il faut de la puissance. Quand tout le monde allume en même temps son téléviseur, tout ça, ça fait des appels de puissance. Donc le problème des renouvelables, c'est qu'elles ne sont pas assez puissantes. Alors maintenant, on fait des éoliennes, donc, comme je vous le dis, qui font la taille de la Tour Eiffel. Alors, il faut savoir où les mettre. Mais c'est pareil, quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Donc voilà notre difficulté pour l'électricité, pour l'hydrogène. Et nous avons tout simplement la chaleur. Vous en avez parlé, la chaleur, c'est très simple. La chaleur, là, pour le coup, en France, je suis toujours surpris quand je vais dans le sud de la France, il n'y a pas de chauffe-eau solaire sur les toits, alors que partout ailleurs, dans tous les pays méditerranéens, il y en a. C'est très simple, la chaleur, on veut la capter. Et les sources de chaleur, maintenant, on commence à les multiplier. C'est la chaleur fatale. Même les eaux usées dans une maison, elles sont plus chaudes que les eaux qui arrivent pour approvisionner votre eau potable, etc. Donc, on commence à récupérer des sources de chaleur partout. Et on a inventé maintenant ce système de chauffage urbain. Donc, on a ces grands tuyaux qui passent dans une ville. Et c'est très efficace. Donc, voilà. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a un effort à faire pour équiper toutes les villes de cette façon-là, pour mettre des chauffages solaires, pour produire cette électricité supplémentaire. Et ça, c'est la décarbonation. C'est assez simple, mais c'est un effort industriel. Et sans les entreprises, encore une fois, on n'y arrive pas. Alors, Brice Lalonde, en fait, quand on voit votre parcours,
on voit une évolution. Je vois des images de vous dans certaines années, les années 70-80, en militant anti-nucléaire. Et pour un homme politique, ce n'est jamais facile de dire « je me suis trompé » ou au moins « j'ai évolué ». Alors sur le nucléaire, quand même, Brice Lalonde, vous êtes quand même passé de la posture du franc contestataire à quelque part à l'ardent militant. Je ne suis pas un ardent militant du nucléaire, je ne suis pas anti-nucléaire. Anti-nucléaire, on perd un temps fou à être anti-nucléaire et on fait perdre du temps à tout le monde. Et les anti-nucléaires nous ont fait perdre beaucoup de temps. Et donc vous-même. Oui. Alors, j'ai quand même changé en 88, donc ça fait quand même déjà longtemps. Parce que à ce moment-là, j'étais plutôt dans l'idée de deux mots le moindre. Qu'est-ce qui s'est passé en 88 En 88, c'est la création du GIEC, ce groupe de scientifiques qui s'occupe du climat. Et c'est eux qui nous ont alertés sur ce danger. À l'époque, franchement... Dans la hiérarchie des périls environnementaux, le climat est devenu le numéro 1. Mais de très très loin, je peux dire que de très très loin, pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est comme vous êtes en train de changer de planète. Ce n'est plus la même planète. La Terre réchauffée avec 2 degrés de plus, c'est plus la même planète. Elle est inhospitalière, elle est dangereuse. C'est comme si vous étiez sur un navire spatial et vous arrivez sur une planète où non, on ne va pas rester là. Donc c'est cet ordre de grandeur-là. Et ça, plus de gens le comprennent. Parce que vous n'êtes pas en train de crever dans la rue là, en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, cette prise de conscience, et on commençait notre échange là-dessus, on sent qu'il y a des évolutions des mentalités, mais justement, ce qui est intéressant dans votre essai, dans vos prises de position, c'est que justement, vous avez été d'un côté, vous avez eu cette prise de conscience, et aujourd'hui, vous militez pour ça. Comment mieux partager cette prise de conscience, vous qui avez participé à des sommets de la Terre, aux négociations internationales sur les COP, très récemment, en fait, on a eu la fermeture de la centrale de Fessenheim, on a une lente émergence des EPR, la mise en place de petits réacteurs nucléaires modulaires. Les Français, parfois, sont un peu perdus dans la stratégie suivie ou à suivre sur le nucléaire. Quelle est, selon vous, pour la France, hein, c'est un tout petit morceau du puzzle, mais pour la France, la ligne à suivre sur le nucléaire? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a l'EPR. C'est tout ce qu'il y a sur l'étagère. Donc, allons-y, il faut construire des EPR. Sans doute... cette EPR a été, peut-être pas une erreur, mais ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire, parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, c'était un accord entre Siemens et Areva, qui existait à l'époque. Donc c'était un franco-allemand. Et puis les Allemands ont changé d'avis. Et résultat, la France s'est retrouvée toute seule avec ce nouveau réacteur qui est compliqué parce qu'il est beaucoup plus sûr. Enfin, il y a beaucoup plus de béton. Un avion qui s'écrase dessus, ça ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est très compliqué. Un nouveau modèle, c'est toujours compliqué, c'est toujours lent. Donc, mais on n'a que ça, donc il faut faire ça. Les petits réacteurs, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi j'y crois pas trop? C'est très simple, c'est parce qu'il faut aller l'approvisionner, le petit réacteur, avec du combustible, et ensuite il faut sortir le combustible usé. Ça fait beaucoup de transport, c'est compliqué. Pour l'instant, on a un énorme réseau électrique avec quand même un savoir-faire considérable pour gérer ce réseau. Et on a des grosses installations qui nourrissent ce réseau. Ben, parfait, voilà, c'est le modèle que nous avons. Progressivement, on va accepter que les gens s'autoproduisent leur électricité avec du solaire, ça, mais pas avec des petits réacteurs. Les petits réacteurs, l'idée de base, c'est on va remplacer les centrales à charbon dans le monde par des petits réacteurs nucléaires. Très bien, travaillons là-dessus. Je ne le verrai pas, je ne pense pas. Bon, on verra. Moi, je pense maintenant que notre problème numéro 1, c'est d'améliorer le nucléaire que nous connaissons, et notamment la question des déchets. Et là, je suis favorable à une technique qu'on appelle la transmutation, que les Belges sont en train d'expérimenter. J'aimerais bien que les Français participent à ça, mais vous savez, dès que vous êtes dans le nucléaire, vous tombez sur beaucoup
de groupes de spécialistes qui ont leur technique préférée, donc c'est un peu compliqué, tout ça c'est lent, il faut convaincre tout le monde, et les politiques sont perdus, hein, comme vous dites vous-même, les Français sont perdus, même les politiques sont perdus, c'est compliqué le nucléaire. Alors justement, dans les fantasmes ou les peurs autour du nucléaire, il y a eh bien, une forme de crainte. Alors, Brice Lalonde, je suis à côté de vous, là, physiquement. Est-ce que je cours un danger en étant à proximité de vous? Parce que je crois que vous avez mangé des patates de Tchernobyl, oui. Vous avez pénétré au sein du sanctuaire de Bure. Un peu plus jeune, vous êtes allé à l'atoll de Mururoa après les explosions nucléaires. Alors, je ne vous vois pas irradié, mais comment vous sentez-vous? Oui. Vous avez raison de poser la question parce que je crois que c'est très... il y a une espèce de mythe comme ça, une angoisse, presque une répulsion hein, devant les affaires nucléaires. En réalité, bon, depuis longtemps, maintenant on a commencé à voir qu'à Fukushima il n'y a pas eu de problème ou très peu, qu'à Tchernobyl la vie revient et même il y a une vie sauvage extrêmement florissante parce que comme il n'y a pas d'humains, forcément les animaux s'y mettent, etc. Il faut prendre des précautions normales. Hein. C'est comme quand vous prenez des médicaments. Vous savez, les bactéries, on ne les voit pas non plus. Et donc, les recherches actuelles, les découvertes actuelles, les constats d'aujourd'hui montrent que la radioactivité naturelle, peut-être plus dangereuse, en Bretagne, vous avez du radon, parce que dans les terres, il peut y avoir ce descendant de l'uranium qui est assez radioactif, donc il faut aérer en Bretagne souvent, là vous avez du granit. Bon voilà, je pense un jour qu'il faudrait que tous les Français aient un petit compteur chez eux, comme le baromètre. On a appris à maîtriser la pression atmosphérique qu'on ne voit pas non plus. Ah, on tape sur le baromètre, il va faire mauvais temps, bon temps. Ben, on devrait faire la même chose avec la radioactivité. Comme ça, on verrait qu'il y a une radioactivité naturelle qui est aussi qui est inoffensive finalement. Hein. Ça, il ne faut pas en remettre, il faut être prudent, il faut faire attention. Quoi. Ouais. Avec moi, vous inquiétez pas, là, je ne suis pas en train de vous contaminer. Alors, il y a forcément, vous en avez dit quelques mots, un sujet qu'il ne faut pas occulter, c'est la thématique des énergies renouvelables. Vous parliez des éoliennes, etc. Sur le principe, c'est quand même l'idéal. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer, comme dans les rêves de certains écologistes, au tout énergie renouvelable? Alors, peut-être qu'on y arrivera. Mais pour l'instant, c'est quasiment impossible parce que ça prend beaucoup de place. Il faudrait couvrir la France avec des cellules photovoltaïques ou des éoliennes. Il n'y en a pas assez et il faut stocker pour le jour où, malheureusement, il y a un anticyclone. Avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'anticyclones et moins de dépressions. Les dépressions, c'est de mauvais temps et le vent. L'anticyclone, c'est au contraire, ça stagne et il ne se passe rien. Il n'y a pas de vent. Et donc voilà. Les sources d'énergie renouvelable, si un jour on arrivait à capter l'énergie de gravitation des étoiles ou je ne sais quoi, peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et dans l'histoire de l'humanité, ce qui est assez frappant, c'est qu'on va vers des énergies de plus en plus denses, où il y a de plus en plus d'énergie avec de moins en moins de poids, de masse. Hein, quand vous êtes avec du pétrole, c'est fantastique, un jerrycan, on peut faire énormément de choses, c'est formidable. Et ensuite, vous passez à l'uranium, alors là, c'est encore plus extraordinaire. Sur un tout petit gramme d'uranium, vous avez une quantité d'énergie phénoménale. Et là, s'il y avait la fusion, ce serait encore plus extraordinaire. Et là, tout d'un coup, avec les renouvelables, c'est le contraire, dilution, petit. Ce sont les sources d'énergie de nos ancêtres. Le cheval, le moulin à vent, le soleil, on ne le domestiquait pas, mais on construisait face au soleil, on faisait attention, etc. Est-ce que l'humanité tout entière, quand on est maintenant 9 milliards ou bientôt 9 milliards, est-ce qu'on peut y arriver? Voilà la question. Alors, puisqu'on parle de ces sources d'énergie, enfin de l'énergie, Emmanuel Macron a depuis peu critiqué le mécanisme européen de fixation du prix de l'électricité avec l'indexation sur le prix du gaz et effectivement avec le conflit en Ukraine, les prix augmentent.
De votre côté, depuis longtemps, vous trouvez paradoxal que la France s'insère dans le marché européen de l'électricité. Pourquoi ? L'Union européenne, elle a cette vocation libérale à croire que le marché est la réponse à tout. Et au départ, quand on a fait le marché de l'électricité européen, l'idée c'était que ça baisse les coûts. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Et c'est quand même assez curieux. Et donc, sans doute qu'on s'est trompé, notamment parce que chaque pays avait un mix énergétique différent. Je vous signale qu'il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Il n'y en a pas. Il y a une politique européenne du climat, qui d'ailleurs est en train de bouleverser la politique de l'énergie de chaque pays, sans même que ces pays s'en soient rendus compte. Maintenant, on s'en rend compte un peu trop tard. Et quand vous produisez votre électricité à partir du gaz et que vous dépendez du gaz russe, tout d'un coup, vous avez un problème. Voilà. Et la difficulté pour le marché de l'électricité, c'est qu'un jour, il dépend des énergies renouvelables parce que tout d'un coup, le vent souffle et c'est formidable, on a beaucoup d'électricité. À ce moment-là, les prix sont bas. Et derrière, ils sont même tellement bas qu'on ne peut même pas investir pour avoir des moyens de production supplémentaires. Et le lendemain, tout d'un coup, il n'y a plus de vent. À ce moment-là, on est obligé de passer à la dernière centrale qui est au gaz, et qui est au gaz plus russe, donc il faut le faire venir d'ailleurs. Ça coûte des sommes folles. Et comment voulez-vous travailler dans ces conditions-là? Comment voulez-vous? C'est arrivé au Texas un jour, c'est arrivé au Texas. Il y a eu un coup de froid terrible, totalement inattendu au Texas. Résultat, les gens ont vu leurs factures, c'était des millions de dollars pour quelques demi-heures d'électricité, parce que tout d'un coup, le marché avait suivi le coût marginal de l'électricité. On ne peut pas travailler comme ça. L'électricité, c'est tellement important. C'est absolument, d'abord, non seulement pour la décarbonation, mais même pour tout, les machines, tout ce que vous voulez, vos ordinateurs, c'est indispensable. Donc, c'est un service public, indiscutablement. Alors, comment est-ce que le service public peut fonctionner? Alors, si à la limite, on veut créer du marché, regardez, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que la centrale nucléaire, le EDF, a une position dominante considérable grâce au nucléaire. Il a fallu se débrouiller pour que EDF donne, si je puis dire, une partie de son électricité nucléaire à ses propres concurrents. Enfin, c'est un système. Alors, pour être effectivement dans l'actualité la plus immédiate, que pensez-vous de la nationalisation d'EDF? Alors, je pense que c'était indispensable au point où nous étions arrivés, parce que l'État français, quand les prix ont monté, a dit à EDF, tu vas payer 8 milliards, s'il te plaît, pour faire baisser le coût. Et non seulement ça, tu vas donner de l'électricité nucléaire, donc encore plus à tes concurrents, et du coup, tu seras obligé d'en acheter sur le marché à des sommes folles. C'était tuer EDF privé. C'était dire aux actionnaires, débrouillez-vous les gars, le risque réglementaire, tant pis, vous allez le prendre en plein dans la figure, vous allez perdre tout votre argent. Enfin, c'était pas possible. Donc, on ne pouvait plus continuer avec la fiction d'une entreprise, avec des actionnaires d'une entreprise privée, quand tout d'un coup on lui donne l'ordre de perdre autant d'argent. Enfin, ça veut dire que la perte, ce sont les citoyens qui vont la payer? Ah certainement, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il faut, pour la décarbonation, est-ce qu'il faut subventionner le coût des combustibles fossiles? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On subventionne le pétrole, enfin l'essence. On subventionne le coût des combustibles. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Quand on est écologiste, on pense qu'il vaut mieux aider ceux qui ont besoin d'être aidés, donc en allant chercher le citoyen qui en a besoin, plutôt que de subventionner l'essence. Parce qu'à ce moment-là, vous donnez l'impression que votre politique consiste à rendre l'énergie fossile la plus abondante et la plus accessible. C'est pas possible. C'est une erreur. Mais c'est comme ça. Face à ces différentes difficultés, au plan individuel, pour se protéger, on a recours à la rénovation énergétique, qui est appuyée par l'État, etc. Alors, j'ai dit au plan individuel, mais les entreprises ou les collectivités sont concernées également, évidemment. Quels sont les bénéfices de cette rénovation énergétique? Est-ce que c'est un bon combat? Alors, c'est indispensable. Il s'agit tout simplement d'améliorer les logements des Français ou les bureaux
des administrations, des collectivités ou des entreprises. Oui, mais il y a beaucoup d'erreurs, si vous voulez, parce qu'on ne sait pas exactement. Alors, c'est pourquoi? C'est pour le confort. Tiens, notre fille a eu un enfant, il faut mettre une pièce de plus. Alors, pour l'instant, il y a là aussi un côté un peu unidimensionnel. Bon, c'est pour l'énergie. Ah, bon, alors c'est très bien, parce que au fond, on va baisser la facture des Français, donc ça c'est bien. Essayons d'éviter de perdre de l'énergie. Mais se superpose la question climatique. C'est la question énergétique ou la question climatique? Parce que si c'est la question énergétique seulement, bon, on réduit la quantité de gaz ou la quantité de fuel de la chaudière. Mais si c'est le climat, il ne faut plus de fuel, il ne faut plus de gaz, il faut passer à l'électricité. À ce moment-là, c'est encore autre chose. Et il y a une confusion dans les politiques entre l'énergie, le climat, le confort, la santé même. On oublie la santé. Dans la rénovation, c'est assez frappant. On oublie même l'adaptation. Après tout, le changement climatique, c'est aussi des vents de 300 km/h et autres. Donc il y a une espèce de confusion qui, à mon avis, est largement alimentée par les surenchères des associations de protection de l'environnement, ou le Greenpeace et tout ça, ou des politiques vertes, etc. Et je pense que donc là, il faut faire attention. Pour moi, c'est l'objectif climatique, mais le confort, c'est très important. Et puis les factures aussi. Donc, ce qu'on oublie généralement, c'est que quand vous êtes dans une maison, il faut aussi aérer. Et je considère, moi, que le droit à la fenêtre qui s'ouvre et au chant des oiseaux, je ne sais, est un droit fondamental. Essayons d'éviter de condamner nos contemporains à vivre dans des espaces clos et des bouteilles thermos où je ne sais quel ingénieur aura décidé à la place des Français ce qui est bon pour eux, quoi. Oui. Et alors, pour rester dans la nature, il y a un autre secteur que l'on accuse souvent, c'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage sur ces sujets-là. Comment l'agriculture aujourd'hui peut participer à la décarbonation? Alors d'abord, elle a des engins, tous ces engins qui consomment de l'énergie, les beaux tracteurs, etc. Ensuite, il y a deux sources. Il y a d'abord les bovins. Alors les bovins, c'est parce que il y a beaucoup de bovins. C'est plutôt une affaire planétaire, encore une fois. C'est l'amélioration des conditions de vie, le passage à la viande. C'est un signe aussi d'élévation dans l'échelle sociale. Alors, est-ce que vous faites partie de ceux qui sont pour que nous consommions moins de viande? Je suis pour consommer plus de pot-au-feu, si vous voulez, et un peu moins de beefsteak. Parce que dans la consommation, le fait que l'on n'ait plus le temps, que l'on n'ait plus des fourneaux qui fonctionnent toute la journée, on n'a pas le temps. Donc on fait vite un morceau de l'arrière des bovins pour faire du steak, et ça va vite fait sur le grill. Et du coup, on n'a plus le temps de faire mijoter. Donc, ce qui fait qu'en France, on exporte les avants de bœuf. Et on importe des arrières, si vous voulez. Bon, alors, n'exagérons rien là aussi, parce que l'autre source qui provient de l'agriculture, c'est l'engrais. Les engrais, c'est de l'azote. Oui. Et quand on met de l'azote sur le sol, la plante ne consomme pas la totalité de l'azote. Il y a une bagarre pour consommer l'azote avec les bactéries du sol. Et elle transforme une partie de cet azote en protoxyde d'azote, qui lui est un gaz à effet de serre. Le gaz hilarant, ça s'appelait comme ça dans le temps. Donc voilà l'autre partie. Or, si vous voulez mettre moins d'engrais, vous avez une solution, c'est le fumier des bovins. Et donc de vouloir supprimer les bovins, c'est une absurdité. Donc, il en faut moins, c'est tout. Mais en plus de ça, dans le monde entier, il y a beaucoup de prairies, il y a beaucoup de terres qui sont plutôt marginales. Et finalement, le bovin et l'ovin, parce que ce sont les deux ruminants, ce sont les seuls animaux qui transforment la cellulose en produit utilisable par l'être humain. Donc, là encore, les slogans sont excessifs, quoi, sont excessifs. Un bon charolais, une bonne dans la montagne, le bovin, c'est formidable, il a sa place, voilà. Donc, mangeons moins de beefsteak, faisons mijoter davantage, et puis, c'est vrai, un peu moins de viande, de toute manière, oui, c'est vrai, c'est excessif, mais c'est surtout parce que on va importer des bovins qui vont être placés à la place de la forêt amazonienne, etc. Et
vous savez, une partie de plus en plus importante des terres agricoles va être utilisée pour nourrir les bovins et pas pour nourrir les humains. Mais c'était comme ça avant. Avant, la surface agricole française, vous aviez le tiers, c'était pour de l'avoine pour les chevaux. Bon, etc. Alors, quelque part, on se pose la question. D'abord, on voit bien que ces enjeux-là ne sont pas à traiter de manière simpliste. Hein, je veux dire, il y a une complexité du sujet. Oui. Mais quand on prend le recul nécessaire, on se demande si la question de la démographie mondiale n'est pas quelque chose qui est en surplomb de tout ça. Parce que malgré tous nos efforts, est-ce que notre Terre va pouvoir supporter 10 milliards d'hommes à la fin du siècle ? C'est la vraie question, sans doute, et c'est une question qui est souvent occultée. Elle est souvent occultée parce que on ne sait pas quoi faire, c'est surtout ça. Alors, évidemment, ce qu'il faudrait faire, parce que la démographie, de manière générale, la planète est en train de s'approcher de ce qu'on appelle la transition démographique, où il y a de moins en moins d'enfants par mère en âge de procréer. Bon, et donc, c'est quasi fait partout, sauf dans un certain nombre de lieux chauds, les hotspots, hein, où vous avez une partie de l'Asie, notamment là où il y a beaucoup de guerres, en Afghanistan, la situation des femmes est telle, ou dans le Sahel, le Niger, alors là vous avez 6 enfants, voire 10 enfants par femme, etc. Donc là, évidemment, la Terre ne peut pas supporter autant de monde. Mais donc il faut une politique. Il faudrait une politique mondiale, notamment d'émancipation des femmes, d'éducation sexuelle, de méthodes contraceptives et autres, qui n'existent pas encore vraiment. Alors il y a des petites choses à droite à gauche, mais c'est ça qui manque. Alors, face à ces enjeux, j'aimerais que l'homme politique que vous êtes parle, hein, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a participé à de nombreuses négociations, les COP, et finalement, vous avez un regard un petit peu ambivalent sur ces dispositifs, comme s'ils n'étaient pas à la hauteur des enjeux. C'est pour mieux nous interpeller. Enfin, est-ce que ça sert à quelque chose, ces COP? J'ai du mal à vous répondre parce que... Vous êtes dedans. C'est mieux que 100. C'est comme les Nations Unies, si vous voulez. C'est tout ce qu'on a. Donc, utilisons-les au mieux. Et les COP, maintenant, sont divisés en deux. Vous avez la COP officielle, où ce sont les négociateurs qui négocient. Ils négocient en général des petits bouts de phrases. Hein, c'est vraiment des fourmis, quoi, hein, face à la montagne. Et puis vous avez toutes les sociétés, les entreprises, les associations, tous les gens qui viennent voir. Ouais. Oui, la société civile. Et finalement, la société civile, ça va être là que ça va se passer, peut-être plus que là où sont les négociateurs. Alors les négociateurs, ils se donnent beaucoup de mal, ils sont quand même parvenus à l'accord de Paris, il a fallu plus de 20 ans pour y parvenir, mais ils y sont parvenus. Mais évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est pas, chacun fait ce qu'il veut. Bon, simplement, à côté, vous avez la société civile et vous avez des accords, des alliances. Ce qui est très frappant dans les négociations, c'est que ce sont des pourcentages. Voilà, il faudrait que vous réduisiez de tant de pourcents vos émissions. Il n'y a jamais de discussion sur le comment. Le comment, c'est à côté, dans la société civile. On va faire une alliance sur le méthane, on va faire une alliance là-dessus. Est-ce qu'on fait du nucléaire? Ah, le nucléaire, il est à Glasgow, le dernier COP, il y avait un stand nucléaire, avant jamais, etc. Donc, le comment doit l'emporter, et le comment, ce sont des alliances. Et moi, je pense que ce sont aussi des décisions de chefs d'État entre eux, qui doivent discuter et être conscients de la gravité de la situation et de l'importance des solutions, et notamment d'avoir des responsables politiques qui dépassent la défense étroite de leur propre pays uniquement, quoi, qui essayent de comprendre qu'on leur demande de défendre l'humanité aussi. Face à ces gros machins, justement, le pouvoir du politique, est-ce que vous avez vu... Alors j'ai vu, oui, j'ai vu ça à Copenhague, et donc les politiques ont joué leur rôle, et j'ai été admiratif de ce rôle. Ils ont forcé l'accord, ils sont parvenus à l'accord, qui a été ensuite, comment dirais-je, refusé par 2 ou 3 pays d'extrême gauche. Les pays d'extrême gauche, c'était le Cuba, la Bolivie, Chavez, etc.
Bon, mais à part ça, tout le monde était d'accord, et donc cet accord a fini par percer et l'emporter et être ensuite acquis à Paris. Donc, les politiques doivent jouer leur rôle, oui, et ils ne le font pas assez. Parce que quand vous êtes même un chef d'État, vous ne comprenez pas le sujet, c'est épouvantable, le chef d'État. Et son conseiller va lui écrire son papier, et donc quand il y a des sommets, ce sont des litanies de gens qui sont très ennuyeux. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut vraiment les mettre dans une petite salle et les... J'ai vu ça, la petite salle en question à Copenhague en 2009, j'ai vu les chefs d'État coincés dans une petite salle et forcés de trouver une solution. Alors justement, le pouvoir politique, c'est quelque chose d'important. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle pour l'écologie, ministre, ambassadeur pour le climat. Avec votre parcours, votre analyse, diriez-vous que l'écologie a besoin d'un parti politique? Non. Et pourtant, vous en avez créé un. Oui, j'en ai créé un parce que je ne voulais pas qu'il y ait de monopole. Donc, quand il y a un parti, il en faut un deuxième. Au moins, comme ça, il n'y a pas de monopole. Le problème, c'est personne ne peut prétendre représenter l'écologie. Et quand vous faites de la politique, vous finissez par oublier l'écologie, tout simplement parce que la politique, c'est l'art de gagner la prochaine élection. Donc, vous êtes tendu là-dessus et vous finissez par devenir comme les autres, en quelque sorte, un parti comme les autres. Donc, c'est très, très difficile. En revanche, il faut que les responsables politiques soient imbibés, préoccupés par l'écologie. Il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils sachent ce que c'est que l'eau. Le cycle de l'eau, c'est quelque chose de simple et les gens ne savent pas. Et vous ne pouvez pas maintenant avoir une génération de responsables économiques et politiques qui soient négligents de l'écologie. C'est très simple à comprendre. Souvenez-vous, quand on était en classe, on nous apprenait l'économie. L'économie, ben, il y a le travail et il y a le capital. Voilà, point. La nature n'existait pas, c'était comme si c'était un décor qui ne change jamais. Pas du tout, malheureusement. La nature est directement une force productive très très importante et tout dépend d'elle en quelque sorte. L'économie, ça consiste à prendre des choses dans la nature pour les transformer. Bon, bah, s'il n'y a plus rien dans la nature, vous êtes bien embêté. Donc c'est devenu très très important, c'est devenu fondamental. Et je pense vraiment que l'écologie, alors c'est pas le parti vert, mais l'écologie va devenir le centre de la politique. Toute la fiscalité va être transformée. Ce qui compte maintenant, c'est de préserver les ressources, c'est d'éviter les déchets, parce que la nature ne peut plus se débarrasser de nos déchets, etc. Donc c'est devenu quelque chose de très très fondamental sur lequel il faut greffer, si vous voulez, l'économie humaine. Et il faut que vous additionnez l'économie de la nature et l'économie humaine. Il ne faut pas que ça se détruise. L'exemple des abeilles, c'est très frappant. L'exemple des abeilles, on a besoin des abeilles pour polliniser. Si vous n'avez plus d'abeilles et d'autres pollinisateurs, vous perdez 30% de vos récoltes. C'est quand même important, 30%. Donc maintenant, il faut nourrir les abeilles. Donc l'agriculture moderne doit nourrir les abeilles. Bon, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas dans le temps. Et cette nouvelle manière de régénérer et d'approfondir, d'augmenter, enhance, comme on dit en anglais, la production naturelle, c'est absolument ça qu'il faut faire. C'est une magnifique mission pour l'homme que de rendre la planète et la nature encore plus belle et plus productive. Alors vous qui avez vécu ça de l'intérieur, en tant que ministre de l'Environnement, votre témoignage est précieux. Vous dites que dans votre mandat, enfin dans votre fonction de ministre, mission, eh bien il faut choisir 2 ou 3 priorités et s'y tenir. Alors je ne parle pas de l'ordre protocolaire de votre ministère. Je crois que dans le nouveau gouvernement, il y a des indications sur l'ordre protocolaire du ministère de l'Environnement. Mais comment fait-on pour avoir du poids politique quand on est ministre de l'Environnement dans un gouvernement, quel qu'il soit? Alors vous allez me prendre en contradiction. Parce que pour avoir du poids politique, il faut avoir des électeurs. À ce moment-là, vous négociez, si je puis dire, votre soutien au gouvernement, et à ce moment-là, vous avez du poids politique. Quand moi je suis arrivé, d'abord j'avais la chance d'avoir de l'amitié pour le Premier ministre, Michel Rocard, et lui-même, Michel Rocard était quelqu'un de très... Il était aussi pénétré par le problème de la planète. Il avait appelé ça la bataille pour l'organisation de la planète. Les gens se moquaient de lui dans son parti parce que ça s'appelait la BOP, la bataille pour l'organisation de la planète. Mais disons, il était conscient de ces questions-là. D'ailleurs, il s'est engagé ensuite sur les pôles. Absolument, il s'est engagé là-dessus, ça le passionnait, donc c'était très bien pour moi, on s'entendait très bien. Mais ensuite, oui, il a fallu... j'ai créé Génération Écologie.
peser. Pour peser. Ça n'a pas besoin d'être un parti écologiste, vous voulez, mais en revanche, vous avez besoin de ça. Bon, alors, soit vous avez besoin de l'appui quasiment indéfectible du président et du Premier ministre, soit vous êtes obligé d'avoir votre propre rapport de force avec vos propres députés, vos propres électeurs, vos 3 villes ou 4 grandes villes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est ça qui a manqué à Nicolas Hulot lors du quinquennat précédent? Uniquement sur la partie politique, hein, bien évidemment. Oui. Je pense que d'abord, ce n'est pas le même métier. Nicolas Hulot, c'est un magnifique héros, hein, c'est un magnifique porte-parole de l'écologie. Ça l'a beaucoup intéressé. Lui-même, je l'ai connu au début, quand il était plutôt un homme de télévision et qui faisait Ushuaïa. Et puis, il s'est passionné, il a beaucoup lu, beaucoup appris. Et donc, il était très calé sur l'écologie et il l'exprimait très bien. En revanche, la politique, non. Non. D'abord, il ne savait pas quoi faire. Il arrive dans son ministère avec l'idée qu'il va changer la civilisation, parce que c'est ça le job. Il faut changer la civilisation, il faut vraiment devenir maintenant une société écologique, etc. Bon, d'abord, vous êtes un seul, vous êtes la France. La France, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, c'est un problème, vous ne pouvez pas tout faire de là. Ensuite, vous êtes dans un gouvernement, vous avez des collègues qui ne pensent pas forcément comme vous, un budget qui est ce qu'il est. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc il faut choisir, il faut savoir par où commencer, il faut avoir des étapes et des priorités. Et il n'a pas su, il ne savait pas. Il était perdu là-dedans, comme le poème, comme le goéland, dont les ailes trop grandes l'empêchaient de marcher, quoi. C'était pas possible, voilà. Et je le regrette, parce que c'est dommage pour lui. C'est dommage, c'était quelqu'un de très remarquable. Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être ministre? Il fallait pas. Ouais. Mais bon, c'était un prophète. C'est une forme d'aboutissement d'un engagement, mais bon. Brice Lalonde, je voudrais parler d'une dimension internationale de votre parcours qui nous éloigne un petit peu de l'environnement, mais je pense que c'est important de l'évoquer. Dans votre parcours d'homme politique, vous avez été amené à voyager jusqu'aux confins du Panjshir, en Afghanistan. Vous êtes retourné plusieurs fois. Vous avez fait des rencontres. Quelles leçons avez-vous tirées de ces rencontres, de ce que vous avez vu là-bas, de ce que vous avez touché du doigt? En réalité, quand je suis sorti du ministère, je gérais, ou j'étais le président de Génération Écologie, un parti politique. Donc un parti politique s'intéresse un peu à tout. Et c'était l'époque des assassinats en Algérie. Du GIA. Oui, exactement, du GIA. Et il y a eu énormément de meurtres, des histoires affreuses. Et une partie des politiques français disaient que c'était la faute du gouvernement algérien et pas du tout des terroristes. Ce qui m'avait choqué. Et donc nous avons organisé notamment des meetings en France en faisant venir notamment Khalida Messaouidi, enfin des gens qui se bagarraient là-bas, et en faisant venir des témoins d'atrocités pour bien dire, ben non, c'est la faute des terroristes. En face de nous, il y a une idéologie, des militants terroristes, donc il faut y faire face. Et là-bas, ils nous ont dit, mais vous savez, ce combat, il n'y a pas que nous, il y a aussi l'Afghanistan et d'autres. Et donc, je suis allé en Afghanistan, j'ai rencontré Massoud, et là, j'ai découvert la menace islamiste, voilà, que je ne connaissais pas, mais j'ai découvert en Algérie d'abord, mais d'abord en Afghanistan. Et c'est très frappant. Parce qu'en Afghanistan, vous êtes à côté d'un pays qui s'appelle le Pakistan, vous avez une démographie galopante, et vous n'avez comme forme d'éducation que des écoles coraniques qui apprennent n'importe quoi, si je puis me permettre, aux enfants. Une idéologie en tout cas. Oui. Une idéologie très simpliste qui les envoie faire le djihad et la guerre véritablement avec du matériel militaire qu'on trouvait un peu partout à l'époque, dans les bazars là-bas, quoi. Et qui venait ensuite combattre
les musulmans afghans qui sont de tendance soufie. Soufi, c'est plutôt poétique. Hein, mais Massoud n'était pas un laïc. Non, hein? il était soufi. Il était musulman, mais bon, très bien, chacun a sa religion, si je puis me permettre de dire. Donc il avait sa religion, il était très pieux, hein, d'ailleurs, il priait très souvent. Mais il n'était pas hostile à la libération des femmes, par exemple. Dans sa vallée, les femmes allaient à l'école, les filles allaient à l'école. On n'était pas obligé de s'habiller avec sa burqa, etc. Bon, donc, il représentait, en quelque sorte, la fraction des Lumières dans le monde musulman. Et la découverte de l'extraordinaire vague démographique islamiste, fondamentaliste, ça m'a fait peur. Il m'avait, d'ailleurs, Massoud m'avait envoyé au Soudan. Je suis allé au Soudan aussi, alors, on ne parle pas. De découvrir aussi les exactions des militants de Khartoum, etc. Donc j'ai vu partout, j'ai eu peur, j'ai vu la menace partout de ces gens que j'ai considéré être un nouveau fascisme, enfin le mépris de la vie, quoi. La vie, ça vaut rien, enfin c'est épouvantable. Et donc quand je suis en France, j'ai vu la même chose. J'ai vu en France les premiers linéaments de cette menace pénétrer insidieusement dans notre pays. Et donc j'ai voulu en parler en disant que c'était extrêmement grave et qu'il fallait faire extrêmement attention. Et que c'est aussi... Alors c'est difficile d'en parler aussi parce que en France aujourd'hui, quand on parle de cela, on est tout de suite assimilé à je ne sais quel mouvement extrémiste. Non. Mais il s'agit de faire état effectivement d'une tendance et de phénomènes. Je voudrais parler d'un aspect familial. Brice Lalonde, vous êtes le cousin de John Kerry. Ah ouais, en effet. Oui. L'émissaire actuel de Joe Biden pour le climat. Est-ce qu'il y a un gène familial sur l'écologie? Oui, je crois. Alors, c'est pas un gène, mais d'abord, le côté américain, anglais, enfin, tout ça, c'est un peu pareil parce que la famille de ma mère, c'était 11 enfants, hein, et 11 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont essaimé un peu partout pour lutter contre le nazisme. Et donc j'ai des cousins en Angleterre, en France, en Amérique, et on se retrouve assez souvent en Bretagne. Et effectivement, cette famille aime la nature. Ma maman connaissait le nom des plantes, des oiseaux, de tout ça, elle m'expliquait tout ça. Donc elle était éleveur de chevaux, donc si vous voulez, on est en contact avec les animaux tout le temps, donc on a déjà envie de les protéger, ou on les aime déjà, on les connaît. Bon, et mon cousin John, donc, et qui faisait des courses de bicyclette quand on était jeune, le Tour de France, hein, c'était très important pour lui, et il continue à faire de la bicyclette. Vous aussi, je crois. Bien sûr. Il a toujours défendu les océans. Alors, voilà, c'était d'abord les océans. Et voilà, on discutait de tout ça, et donc il a toujours été persuadé que c'était extrêmement important, et c'est même frappant de finir en quelque sorte sa carrière, parce qu'il a été aussi secrétaire d'État, sur la question de l'environnement. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent mais enfin c'est beaucoup moins important que la géopolitique, et bien pour lui c'est plus important, c'est vraiment ce qui est fondamental. Donc il y a ce gène, bon, il y en a d'autres cousins, ils sont tous un petit peu frappés comme ça, hein. Ils s'occupent, ils font du vélo, des cerfs-volants, tout ce que vous voulez. Oh, merci Brice Lalonde, parce que je ne sais pas si vous êtes frappé, mais en tout cas vous êtes passionné, vous communiquez bien votre passion, et c'est un vrai plaisir de vous écouter, et merci pour ce témoignage et ce partage. Merci à vous. Merci.